Alors, je lis sur mon écran 17h20, mais c'est le décalage horaire. Il est bien sûr 18h20 à l'heure de la conférence. Euh, donc, on a eu 18h20, on peut reprendre si ça vous convient. Du coup, le sujet, c'était les classements et la mesure de la performance. Donc, je vous ai préparé une petite présentation. C'est pour clarifier, hein, il y a une partie où c'est un petit... Enfin, voilà, la partie présentation, c'est une sorte d'état des lieux qui n'est pas exhaustif, hein, c'est essentiellement basé sur mes connaissances à moi. Et après, on va discuter. C'est ça, enfin, c'est pas une conférence exactement, mais une moitié conférence, moitié table ronde. Donc voilà, on va revoir un petit peu. Alors, j'essaie juste de lancer ça de façon à ce que vous puissiez me voir. Est-ce que vous voyez cette magnifique présentation? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok, super. Donc voilà, comme je disais, on va d'abord voir un petit peu. Moi, je vais faire un petit point selon mes connaissances, encore une fois, qui ne Tu sera viens de pas fermer exhaustif. la présentation. Pardon? T'as fermé la présentation. Ah, alors non, c'est pas que j'ai fermé la présentation, c'est que ça n'a pas fonctionné. Je recommence. Est-ce que c'est revenu là? Oui. Ok, on va voir si ça continue, tant mieux. Sinon, je sais pas, on verra comment on fait. Ok. Du coup, comme je disais, d'abord une petite la partie introduction, on va dire, état des lieux. Donc, on va voir différentes choses sur les classements. Donc, mes excuses pour ça, mais bon, on va pouvoir se débrouiller quand même. Ok, Tu me c'est dis, bon. Mathieu, ouais. Cool, super. Tu me dis quand je Donc, du passe. coup, Et... vas-y, tu peux passer. Du coup, on passe directement à la slide suivante sur les différentes échelles. Donc, les différentes échelles, si vous voulez si vous avez déjà une intuition ou que ça vous dit quelque chose sur les différentes échelles qu'on pourrait observer, n'hésitez pas. Je regarde quelqu'un qui tape dans le chat. Les manières de noter un joueur, oui. Alors, effectivement, ça, ce sera l'étape suivante. Là, ce à quoi je faisais référence directement dans les différentes échelles, donc si tu peux nous afficher la première échelle, Mathieu, c'est l'échelle de la partie. Ah, voilà, échelle de partie, manche, etc. Donc, partie. Ensuite, la deuxième échelle, ce sera, en tout cas que j'ai identifié, c'est un tournoi. Et la troisième échelle, du coup, ça sera plutôt quelque chose de méta, en fait, qui agglomérera les différents résultats inférieurs, si on veut dire, ou en tout cas qui sera un composé des différentes choses. Alors, ça, c'est important parce que déjà, on va pas forcément, tous les joueurs vont pas forcément avoir les mêmes objectifs, les mêmes envies, jouer de la même façon au Mahjong. Et il y en a qui vont juste faire une partie comme ça pour le fun, mais ils vont pas vraiment s'intéresser à regarder ce que ça donne sur le long terme. D'autres qui, au contraire, vont être très très compétitifs. Euh, et du coup, voilà, la première chose que je voulais mettre de côté, c'est que quand on dit classement, quand on dit mesure de la performance, c'est des mots qui sont tout de suite, qui font tout de suite référence à quelque chose qui est très sport de haut niveau, vraiment très très compétitif. Et je voulais juste prendre le temps de clarifier que n'importe quel jeu où il y a un gagnant ou un perdant, c'est de la compétition, mais qu'il y a plein de façons de le faire. Et ça va du coup faire qu'on va mesurer différemment cette performance, et des fois de façon très simple, parfois de façon très complexe, à différentes échelles de temps, de lieux, etc. Donc voilà pour les différentes échelles que j'ai identifiées.
un petit point à noter, c'est que ces échelles ne sont pas entièrement cloisonnées. Là, c'est juste un modèle très simplifié, mais déjà, il y a des recouvrements. Les résultats dans un tournoi peuvent influencer les résultats méta, etc. Et puis il y a aussi le fait que pour certains joueurs, ça va se situer par exemple, ou pour certains contextes, ça pourra se situer par exemple un petit peu entre les deux. Voire même, on pourra passer d'une échelle assez basse à une échelle assez haute sans passer par les intermédiaires. Donc par exemple, avoir un classement méta qui ne tient pas du tout compte de résultats en tournoi, mais uniquement d'une somme de parties. Donc voilà pour quelques précisions qui vont nous permettre d'avoir un cadre un peu plus, d'avoir des mots pour discuter en fait pour la deuxième partie. Du coup, Mathieu, si tu peux passer à la diapo suivante, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'échelle d'une partie. Donc typiquement, dans une partie, l'unité de mesure, ce sera les points. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie, c'est le gagnant. Et celui qui en a le moins, c'est pas forcément le perdant, ça dépend de comment on joue, mais ça ne sera pas le premier en tout cas. Ce qui est intéressant surtout, c'est que le placement est relatif. Il n'y a pas forcément on a gagné, on a perdu. On peut gagner un peu, gagner beaucoup, en étant premier, deuxième, troisième, quatrième. Et ça, c'est valable aussi pour la valeur de la main. On peut être premier avec quelques points d'avance, ou premier avec une avance énorme. Ce qui peut avoir son importance dans certains contextes et moins dans d'autres. Si on joue juste une partie unique et qu'on joue juste pour le plaisir, le fait d'avoir une victoire écrasante, ça peut être sa propre satisfaction. Et ça, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le bas de la slide, en dehors du placement et de la valeur en elle-même. On va pouvoir se comparer en fait. On va pouvoir dire, quand on est avec un groupe de personnes, on va pouvoir déterminer un ordre, mais on peut avoir aussi nos propres appréciations. Donc j'ai marqué record personnel gain. On peut par exemple du coup se dire c'est la première fois que je gagne avec avec une aussi grande avance, c'est mon record. Le record, il peut aussi être sur des points particuliers qu'on a réussi à faire. Par exemple, réussir une main, une figure extrêmement rare, c'est une satisfaction en soi, mais qui est très personnelle en fait. En tout cas, de base, qui n'est pas partageable ou partagée par tout le monde. Ça peut être les gains. On peut se dire aussi, on peut tenir compte de ces gains soi-même, sans être dans un contexte plus large, de juste se dire, voilà, sur cette partie, j'ai bien joué. C'est une satisfaction personnelle. Donc ça, c'est pour l'échelle d'une partie. Mathieu, si tu peux passer à la suite, on va voir du coup les tournois. Donc là, j'ai découpé ça en plusieurs formats de tournois. Donc le premier format que j'ai identifié, c'est les formats qui sont basés sur les points, donc typiquement ce qui est format toute ronde, ce qu'on appelle en anglais le round robin, où en fait chaque joueur affronte dans l'idéal tous les autres joueurs, et dans la pratique un grand nombre des autres joueurs, mais de façon aléatoire. En général, dans ce genre de tournoi, la comparaison, c'est-à-dire au final, quand on dit classement, c'est qu'on attribue une classe, c'est qu'on compare soit avec une échelle de référence, soit avec les autres joueurs. Donc là, en l'occurrence, ce sera une comparaison qui se fera avec les autres joueurs, et ce sera en général en fonction des points cumulés. Donc on a fait, 9 parties sur le week-end, on additionne tous les points et on regarde qui a le plus de points, qui en a le moins, etc. Dans ce cas-là, il va y avoir une influence directe des amplitudes de points de chaque partie dans le classement du tournoi. Donc pour mémoire, sur l'échelle de la partie, on a vu qu'on pouvait soit considérer le classement pris tout seul, mais on pouvait aussi considérer l'amplitude des points. Est-ce qu'on a gagné de beaucoup? Est-ce qu'on n'a pas gagné est-ce qu'on a gagné juste avec un petit peu d'avance? Donc c'est là où on voit la première différence. Si tu peux déclencher le prochain point, ce sera donc les tournois qui sont basés sur les positions, et typiquement ce sera des formats à élimination directe. Donc élimination directe, c'est-à-dire quart de finale, le gagnant va en demi-finale, le gagnant va en finale.
Il y a plein de façons de faire ça, hein. Ça peut être le gagnant de chaque partie, ça peut être les 2 premiers de chaque partie. Il y a plein de façons de le faire. Mais au final, ce qui est intéressant, ce qui est remarquable en tout cas, les propriétés de ces tournois, c'est que cette fois-ci, on va toujours comparer avec les autres joueurs, mais en fonction des positions aux parties, de façon successive sur le tournoi. La première partie, après on passe à la deuxième ou pas, etc. Il n'y a pas d'influence cette fois-ci des amplitudes de points dans le classement. C'est-à-dire qu'on soit premier d'une partie avec énormément d'avance ou de justesse, ça n'a pas d'importance, on passe à l'étape suivante du tournoi. C'est pour ça que c'est à élimination directe. Et la troisième possibilité, sans grande surprise, c'est des choses qui mêlent un petit peu des éléments des 2 premiers. Et souvent, ça peut être par des systèmes de phases. Donc on a une phase qualificative qui est en toute ronde, et ensuite une phase finale qui est à élimination directe. Mais on peut aussi avoir par exemple des formats avec appariement, comme j'ai marqué, en fonction de la position, c'est-à-dire qu'on va placer les joueurs ensemble pour chaque ronde selon leurs résultats passés, mais pour autant rester dans un système où on cumule les points. Donc c'est ce qui s'était fait à l'ERMC 2016, je crois, ou 2000, oui, je crois, sur en tout cas les dernières parties où les joueurs en fait étaient dans des groupes qui étaient déterminés selon leurs résultats. Ils restaient dans ce groupe-là, mais par contre, ils avaient la possibilité d'y évoluer. Un autre exemple qui va peut-être plus parler aux Français de France, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'on a tous vu en éducation physique et sportive, c'est ce qu'on appelle les montantes descendantes au format de tournoi ping-pong, où on joue toujours avec les gens autour de nous en fait en termes de résultats, puisqu'on monte et on descend. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est composite, on va cette fois-ci toujours comparer avec les autres joueurs, mais il y aura, selon les formats, différentes façons de mêler les points cumulés et les positions au cours des différentes parties. Et du coup, l'influence autant des amplitudes de victoire que des classements des résultats au sein des parties, des positions au sein des parties, va être variable selon le format retenu. Encore une fois, c'est des choses schématiques. Tu peux passer, Mathieu, c'est juste une petite conclusion. Des choses schématiques, c'est plus complexe que ça et c'est pas exhaustif, hein, mais c'est juste pour donner un cadre qui va nous servir à la discussion pour la suite. La troisième chose que j'ai identifiée, donc c'est sur le long terme, donc ce qu'on appelle généralement la méta. C'est le même terme qu'on retrouve dans les termes méta-analyse, par exemple, des études scientifiques. On prend plein d'études et ça nous permet de regarder, d'obtenir un résultat qui se base sur de nombreuses données. Donc la première chose, ça peut être la progression personnelle des joueurs. Donc en général, on va avoir un score qui est une indication, qui est un indice des progrès du joueur. Donc un exemple par exemple, c'est idiot, mais un exemple pourrait être sur Tenho, les joueurs ont un rate ou un indice en français, une note peut-être, qui commence par R et qui est suivi par un nombre. Et cet indice, il est déterminé par la position à la fin de chaque partie. Donc le premier gagne 6 points, le deuxième gagne 2 points, le troisième perd 2 points, le quatrième perd 6 points, et sachant que ces gains et ces pertes sont ajustés donc à la hausse ou à la baisse selon le niveau relatif des joueurs. Autrement dit, si un joueur fort, ou en tout cas qui a un bon indice, gagne contre des joueurs faibles, il va gagner moins de points. Par contre, s'il perd, il va perdre plus de points. Donc c'est ça l'ajustement. Ça peut être une première chose qui permet d'évaluer, de mesurer la performance sur le long terme. La deuxième chose, du coup, et je salue la réactivité de Mathieu, c'est vraiment du très beau travail, ça peut être des résultats agglomérés, mais relatifs aux autres joueurs. Donc là, c'est plus la progression personnelle, mais c'est un classement qui est plus compétitif.
Donc, par exemple, le classement EMA, on le connaît tous, je pense, ou en tout cas, on en a tous entendu parler. Donc, c'est un score composite qui est basé sur les résultats des tournois. Donc, là, on ne prend pas en compte les résultats des parties individuelles, mais on prend les résultats des tournois et ça nous permet d'établir un score qui classe les joueurs européens. À noter que dans ce classement-là, d'une part, les tournois les plus récents sont plus importants. Donc les tournois de l'année en cours ont la valeur pleine, entre guillemets, de l'année précédente valent la moitié, si je me souviens bien, à moins que ça ait changé depuis. Et les tournois plus anciens ne comptent plus, d'une part. Et d'autre part, il y a une sorte de prime de participation qui est le fait que les meilleurs résultats comptent double. Alors oui, une petite remarque sur c'est compliqué avec le Covid. Il n'y a plus de tournois depuis le début du Covid et le classement est figé. Donc en gros, on a une période morte qui n'entre pas en ligne de compte. Donc les tournois d'il y a 3 ans, c'est les tournois d'il y a 1 an pour le tournoi, pour le calcul en fait. Mais oui, bonne remarque, effectivement, le Covid, encore une fois, nous complique la vie. Un autre exemple, alors j'ai moins rentré en détail, mais je le mentionne juste oralement, c'est les ligues de la JPML, Japanese Professional Mahjong League, donc il y a A, B, C, D, E. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on commence dans une ligue donnée quand on débute sa carrière, donc soit D, soit E, je crois, selon ses résultats au test pour devenir joueur professionnel, sachant qu'ensuite il y a même des subdivisions, hein. Il y a A1, A2, B1, B2, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque saison, il y a un système de promotion et de relégation, comme dans la Ligue 1, la Ligue 2, etc. du football, hein. Donc ça veut dire que la mobilité, pour le coup, est beaucoup plus réduite. C'est pas sur les 2 dernières années, c'est l'ensemble de la carrière. Et pour pouvoir espérer arriver en tête du classement, il faut réussir déjà à avoir monté toutes les échelles, saison par saison. Alors que sur le classement EMA, comme on compte juste un composite des points, il suffit entre guillemets, hein, mais la possibilité théorique d'arriver premier à 3 tournois d'affilée suffit à arriver en tête du classement après seulement 3 tournois. Donc voilà, on voit que même s'il y a dans les différents types de classements, il y a plusieurs façons de compter qui ont des enjeux très différents. Et du coup, le dernier aspect, c'est quelque chose qui est un peu plus qualitatif que quantitatif, c'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur un système de points, d'avoir des valeurs numériques, on va regarder des jalons, un petit peu comme ce qu'on appelle alors j'ai marqué accomplissement, souvent c'est ce qu'on a comme les accomplishments dans les jeux vidéo. Vous avez fait 10 parties, vous avez fait 50 parties, vous avez rempli tel objectif, etc. Ça peut être donc les jalons dans la carrière d'un joueur. Et l'exemple que j'ai pris ici dans le monde du Mahjong, c'est le système des Dan, encore une fois de la Japanese Professional Mahjong League. Gemma Sakamoto m'a donné quelques clarifications, donc merci à Gemma là-dessus. En gros, certains événements comme remporter un grand tournoi, participer régulièrement aux ligues, etc. Mais ça peut aussi être d'autres éléments. Alors on n'a pas la liste publiquement, mais comme aller à certains types de tournois, faire certains types d'actions, rapporte des points. Et quand on atteint un certain palier de points, on passe au dan suivant et on ne revient pas en arrière. Du coup, ça mesure quelque chose de différent que la performance pure gagnée, perdre dans les parties. Ça permet de prendre en compte d'autres choses qui sont le reflet du parcours d'un joueur et pas seulement de ses résultats vraiment numériques. Donc voilà pour 3, encore une fois, je le redis, même si je me répète un petit peu, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste pour donner des idées pour la suite. Mais voilà ce que j'ai identifié par rapport au long terme. Du coup, pour la suite, Mathieu, quelques autres systèmes qui viennent pas du Mahjong, vous retrouverez encore une fois le mot non exhaustif. Donc ça, c'est pas au Mahjong, c'est Elo, le classement Elo qui est utilisé aux échecs, au Go, au football et probablement dans d'autres disciplines. Donc on évalue la force des joueurs avec un indice qui varie après chaque partie
C'est-à-dire que si on gagne la partie, on a plus de points Elo, et si on perd la partie, on en a moins. Et les gains et pertes de points sont pondérés par ce qu'on appelle la surprise du résultat. C'est-à-dire que plus le résultat est surprenant, plus les points gagnés ou perdus seront importants. Donc, par exemple, si un joueur très fort perd contre un joueur très faible, le résultat est très surprenant, donc ce joueur va perdre beaucoup de points. Alors que si ce même joueur très fort gagne contre un joueur très faible, le résultat n'est pas surprenant et donc il va gagner peu de points. Il y a un lien avec le système d'indice, rate de Tenho, mais qu'on retrouve aussi dans plein de plateformes de Mahjong virtuelles ou physiques d'ailleurs. Donc je pense que le calcul de Tenho est assez inspiré de ça. Quelque chose qui est intéressant aussi dans le système de classement, c'est le système de titres à prendre, comme le titre de champion du monde aux échecs. Il ne faut pas gagner une compétition qui s'appelle championnat du monde, qui a lieu tous les 4 ans. Il faut battre le champion en titre. Donc il y a une idée de transmission ici. On prend le prix. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique au Mahjong, justement à la JPML, encore une fois. Je suis désolé, c'est une grosse source pas d'inspiration, mais d'exemple pour moi, tout simplement, parce que c'est quelque chose que je connais bien, où en fait, le gagnant de l'année précédente ne participe pas à la ligue et va affronter les 3 meilleurs de l'année en cours à la fin de la saison. Et c'est le gagnant de cette partie qui remportera le prix pour l'année. Donc, il faut littéralement battre le champion pour devenir champion. Donc là, c'est vraiment une idée comme je disais, de transmission. C'est quelque chose qui existe aussi à la boxe. Alors pour la partie de la JPML, je crois que c'est 16 manches, enfin 16 hanchan, donc ce qui est beaucoup dans un référentiel européen en tout cas. Mais bon, on pourrait adapter, hein, comme toujours. C'est quelque chose qui existe aussi à la boxe. Alors, je ne l'ai pas mentionné parce que je ne connais pas assez. En plus, il y a différentes fédérations qui fonctionnent différemment. Mais c'est pareil, pour devenir champion du monde de boxe, il faut littéralement prendre le prix au champion du monde en titre en le battant. Un autre exemple de système de classement qu'on peut trouver dans d'autres sports, c'est ce qui est ATP pour les hommes et WTA pour les femmes au tennis. Donc, chaque tournoi certifié a une dotation de points. Les gros tournois donnent beaucoup de points. Ça peut même être ensuite subdivisé. Être premier à un gros tournoi donne beaucoup de points. Être deuxième à un gros tournoi donne moins de points, mais quand même pas mal, etc. Et on va additionner tout ça sur 52 semaines glissantes, donc sur une année glissante. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus vraiment limité dans le temps par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Le champion du monde d'échecs, tant s'il n'y a pas de match pendant toute sa vie, il va le rester toute sa vie. Le classement Elo, à part certains ajustements quand un joueur ne joue pas pendant un certain temps ou autre, prennent en compte l'intégralité de la carrière. Alors que ce classement ATP, en fait, si on ne joue pas pendant un an, on en est sorti. Mais dès qu'on reprend, on peut y revenir. Du coup, pour la suite, Mathieu, si tu veux bien, on va pouvoir discuter de tout ça. Je vous ai fait un petit résumé de ce que je connaissais, mais d'une part, je ne connais pas tout. Et d'autre part, ce que j'ai fait, c'est vraiment un résumé superficiel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les différentes approches peuvent nous apporter. Elles ne vont pas toutes plaire aux mêmes personnes, on va dire, et surtout, elles ne vont pas remplir les mêmes buts. En fait, quand on dit qu'on mesure la performance, c'est pas quelque chose qui est une mesure absolue. On peut pas dire qu'il y a les bons et les mauvais. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut mesurer. On peut mesurer la participation, ce qui est le cas en EMA, par exemple, avec une prime très importante à la participation, où en fait, on veut encourager les joueurs à participer, et donc on prend ça en compte dans notre mesure. On peut mesurer avec le système de accomplishment, comme je disais, alors j'ai pas de mot accomplissement, je sais pas si c'est une bonne traduction, mais trophée, etc. Certaines choses concrètes. On pourrait imaginer, par exemple, d'avoir un prix des arbitres pour encourager les gens à arbitrer.
ou un prix d'organisateur de tournoi pour récompenser les gens qui font cet effort et qui, on va pas se le cacher, ont pas beaucoup de... ont la satisfaction à la fin du tournoi d'avoir organisé un truc chouette, mais sinon leur nom est oublié, on va dire. Donc voilà, en fait, c'est pas une mesure, il y a plein de mesures différentes et qui vont répondre à différents besoins ou différents objectifs. On peut voir aussi comment il y a des interactions entre les échelles. Donc, je vais juste donner un petit exemple. Si on est dans une partie qui compte pour un tournoi, on ne va pas jouer la partie de la même façon selon le format du tournoi. Donc, on voit là que les règles de l'échelle tournoi vont avoir leur impact sur les règles de l'échelle partie. Ce qui est moins vrai, par exemple, aux échecs où je parlais du classement Elo, on va prendre en compte toutes les parties, que ce soit une finale de tournoi ou pas, une phase d'éliminatoire ou une phase de round de toute ronde ou autre, chaque partie sera prise en compte dans ce classement. Donc ça va beaucoup changer la façon de jouer, les différentes interactions vont changer les objectifs des joueurs. Et à partir de tout ça, on va pouvoir discuter de si on trouve certains types de classements, ou certains types de mesures en tout cas, qui peuvent être plus intéressants dans certains contextes parce que ils répondent à l'objectif que, en tant qu'organisateur de tournois, de ligues, de fédérations, ce qu'on veut, les objectifs qu'on aimerait remplir. Est-ce qu'on aimerait avoir des joueurs qui sont extrêmement bons? Est-ce qu'on voudrait essayer d'encourager la participation des débutants? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de très spectaculaire? Est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui prenne plus en compte la variance qui est très importante au Mahjong? Donc voilà, il y a plein de façons de le faire. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, c'est plus une orientation qui dépend des objectifs qu'on a. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des premières réactions, quelque chose, quelqu'un a... Je trouvais ça très intéressant que tu parles du fait de dire que il y a différents systèmes de mesure, il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre, mais c'est vraiment ça dépend de ce qu'on veut faire de l'outil, en fait. C'est vraiment juste des outils à différents objectifs. Je trouvais très intéressant que tu soulèves ce point-là. Les outils, ouais, oui, c'est ce que tu... Ouais, je pense que c'est un bon mot, effectivement, le mot outil, on peut le mettre de côté, il va nous servir. Le fait que, au final, c'est pas le résultat en soi, c'est on se sert de ces classements pour faire quelque chose. Moi, c'est vrai que quelque chose auquel, j'avais pensé, c'est que, quand tu as présenté les différentes, méthodes de classement, c'est vrai que moi j'ai surtout pensé à la méthode de classement de l'EMA qui est pas mal critiquée. En général, quand j'en entends parler, c'est, pas forcément bien le fait que ça pousse à la participation parce que c'est vrai que les tournois, mine de rien, c'est un investissement en temps et en argent parce que, ils sont pas tous en France et même ceux qui sont en France, faut pouvoir se déplacer et tout. Donc du coup, voilà, c'est une, méthode qui est, un outil qui est pas mal critiqué. Mais en même temps, c'est vrai que ça doit pas être facile de faire autrement, notamment à cause, du petit nombre de joueurs. Parce que c'est vrai que sur des, plateformes comme, Tenho, par exemple, il y a un nombre de joueurs qui est beaucoup plus important parce que c'est international. Donc du coup, je pense que c'est plus facile de faire un classement avec beaucoup de joueurs qu'avec peu de joueurs où du coup, ce sera beaucoup plus, susceptible de bouger, en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez? Moi, j'ai un peu le même retour que toi, Isa, sur le classement EMA, c'est très critiqué. Et moi-même, d'ailleurs, hein, je suis pas convaincu, on va dire, directement, en tout cas sur la forme actuelle. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, que c'est compliqué de trouver une formule qui soit adaptée. Et là aussi, je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on cherche
je trouve pas le mot français, incentize, à pousser, à mettre en avant. Je pense que de ce point de vue-là, tu as de promouvoir, ouais, c'est ça, inciter. Tu as bien résumé, je pense que le classement EMA, il essaye d'encourager les gens à participer en leur donnant quelque chose d'immédiat, en fait. Mais je sais pas, du coup, si quelqu'un avait entendu d'autres retours par rapport à ça, ou d'autres arguments ou d'autres idées. Moi, je peux juste dire que le classement EMA, enfin, c'est une impression que j'ai, hein, j'ai pas de source officielle ou quoi que ce soit. Il essaye aussi de promouvoir la rencontre entre les joueurs. Donc le fait que les joueurs se déplacent, pour eux, c'est important parce que ça veut dire que des joueurs français vont aller voir les Polonais, vont aller voir les Russes, et que ça promeut une culture européenne vraiment du Mahjong pour le coup. Donc je comprends que ce soit gênant parce que c'est un sacré budget, on va pas se mentir, le Mahjong, la compétition au Mahjong, ça reste quelque chose de cher, c'est vrai, d'élitiste. Mais je comprends cette intention qu'ils ont de vouloir se faire rencontrer les joueurs et de vouloir avoir un échange vraiment au niveau européen. Et de ce point de vue-là, je pense que encore une fois, on parle de monnaie terme, parce que j'ai entendu déjà 2 fois le mot c'est cher, je crois, ou quelque chose d'équivalent. Mais dans la population qui peut se permettre de voyager, je pense que cette méthode de motivation fonctionne très bien parce qu'il y a des participations vraiment internationales à beaucoup de tournois. Par contre, c'est vrai que c'est limité à un certain, ou en tout cas, dans une grande partie, c'est limité à une certaine catégorie sociale, quoi. Du coup, je vois le chat aussi. Donc, Jérémy, le mot performance est bien choisi. C'est différent d'évaluer le niveau des joueurs. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut mesurer. Le niveau, c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer. Les dames professionnelles qui sont moins en rendement au jeu, mais à l'organisation. Donc ça prend en compte, oui, effectivement, le fait de participer à la vie du Mahjong, entre guillemets. Et Jérémy, à nouveau, c'est intéressant de compter autre chose que la stricte performance en termes de résultats. Je ne sais pas s'il y a des choses justement par rapport à ça, le fait de regarder ce que quelqu'un apporte à l'organisation ou de prendre en compte autre chose que la performance. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir, par exemple, mises en avant? Moi, je pense que valoriser effectivement la capacité d'organisation des tournois et aussi d'arbitrage des tournois, c'est quelque chose qu'on essaye au moins de faciliter en France, mais qui est apprécié parce que c'est vrai que bon, moi j'ai fait pas mal d'arbitrage. Je sais qu'en tant qu'arbitre, c'est pas forcément drôle pour tout le monde de regarder des gens jouer sans pouvoir jouer soi-même et en devant surveiller tout ça. Mais je pense que ça apporte vraiment quelque chose à un tournoi d'avoir un arbitre qui n'est pas joueur, qui est vraiment là pour aider, et que ça apporte un confort de jeu assez important pour les participants. Après, le faire valoriser dans un classement, c'est compliqué parce que effectivement, c'est pas une performance de jeu, comme on a dit avant. Mais alors, ouais, du coup, c'est pas une performance de jeu. Moi, j'avais entendu par exemple des gens qui disent, les gens qui arbitrent, on pourrait leur donner un tournoi avec une note assez bonne pour les encourager. Et ouais, effectivement, je trouve que ça casse un petit peu le tournoi de ce point de vue-là, personnellement en tout cas. Mais là, de ce point de vue-là, sur les arbitres en particulier, moi, je me disais qu'il pourrait y avoir, tu vois, une reconnaissance. Ça peut être sous la forme ça va être un petit peu ridicule ce que je vais dire, mais on peut y penser de façon un peu plus poussée après, quoi. Tu vois, des médailles ou des diplômes, des choses comme ça. Je crois que c'est quelque chose qui se fait dans d'autres sports. Après, je suis moins expert, mais je crois qu'il y a une certaine reconnaissance des différentes de l'activité d'arbitrage de ce point de vue-là. Et après, je ne sais pas si justement quelqu'un d'autre a une pratique d'autres sports. Alors, qu'est-ce que c'est? Le classement de RO utilise une note médiane pour les arbitres, les membres du staff, par exemple. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée. C'est quoi le classement RO?
Reach out, d'accord. Ok, merci. Merci Lisa pour la précision. Ok, d'accord. Bah, je savais pas, mais je pense que justement de savoir à quel point c'est une bonne idée ou pas, bah, peut-être on peut voir quels sont les effets en fait. Parce que souvent il y a une intention. Quand on crée un classement, on a une intention de ce qu'on veut mettre en avant et mesurer. Et notre intention ne va pas forcément correspondre avec les effets réels. On peut penser que ça va faire ça et en fait ça fait autre chose. Mais je pense que moi je ne savais pas justement que ce classement existait et prenait ça en compte. Mais je pense que ce sera intéressant après quelques années du coup de voir ce que ça a comme impact sur le long terme. Ça, moi en tout cas c'est quelque chose du coup que j'aimerais bien suivre. Du coup, je sais pas Loïc si tu es peut-être plus familier avec ça ou je vois que c'est en train d'écrire dans le chat, donc j'attends la réponse. En attendant, on voit que les Danois et Allemands ajustent leur classement quota. C'est ce qui se rapproche le plus. Ok, je comprends, oui, c'est un premier exemple en fait. Sur les classements quota, en fait, ça veut dire que quelqu'un, eux, dans leur classement national, si tu es arbitre, ça joue dans ton classement pour être sélectionné aux événements internationaux ou mondiaux, c'est ça? Ok, donc ça te donne, ouais, ça donne un avantage à la sélection, à ceux qui s'investissent en fait dans la compétition, quoi, en dehors du terrain, on va dire. Ouais, je savais pas, ça c'est intéressant, mais ça pourrait être une piste. Je vois que Jérémy est en train d'écrire, j'attends juste la réponse. N'hésitez pas à parler du coup. Vous pouvez prendre aussi venir en vocal, effectivement, si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Du coup, j'avais une question pour essayer de mieux comprendre le sujet. Quels critères tu mettrais en avant pour quelle bonne performance au Mahjong? Ah ben justement, le, le sujet, c'est qu'il n'y a pas un critère et que ça dépend de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut mesurer la capacité à gagner. Je vais prendre un exemple, ou peut-être même deux. Mais là, très récemment, donc il y a je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y a une ligue qui est relativement récente au Japon qui s'appelle la M-League. Et j'ai vu un article de blog, je ne sais plus, je vais essayer de vous le retrouver, qui parlait du jeu d'un des joueurs dans la dernière, dans la finale en fait. Donc, ce joueur était dans une équipe qui n'avait plus aucune chance de gagner, parce qu'ils étaient trop en bas du classement, ou enfin en tout cas des chances très très réduites. Et ce que disait l'article, c'est que dans cette situation, il y a deux possibilités. Soit tenter le tout pour le tout, donc essayer de faire un Yakuman à chaque main, soit ne plus jouer pour, entre guillemets, laisser les autres s'affronter réellement. Mais la troisième solution qu'a choisi ce joueur, c'est de jouer la partie de la façon la plus normale, comme si c'était pas une finale qu'il avait déjà perdue. La raison pour laquelle ce joueur a fait ça, c'est parce que lui, ce qui l'intéressait à ce stade de la compétition, c'est de garder des bonnes statistiques pour la saison suivante, de façon à ce que le sélectionneur de l'équipe puisse avoir des arguments pour le garder. Donc en fait, il n'y a pas une façon de mesurer la performance, il y en a plein et qui dépendent de nos objectifs individuels en tant que joueur, mais aussi en tant qu'organisation. Et c'est ce que je pense, là je suis en train de lire la réponse de Jérémy, c'est en gros ce que tu dis, une des questions, c'est à quoi sert le classement? Est-ce que c'est une gratification? Le classement EMA est utilisé pour attribuer les quotas aux événements majeurs. En tout cas, c'est en France qu'on fonctionne comme ça. Certains pays l'utilisent pour attribuer Ah oui, non, les quotas, oui, combien de joueurs de chaque pays. Alors, je vais clarifier. Les quotas, c'est combien de joueurs de chaque pays ont des sièges aux événements majeurs. Donc, les pays qui ont de bons résultats ont beaucoup de joueurs. Et certains pays l'utilisent pour attribuer leur place à leurs joueurs. Donc, nous, c'est ce qu'on fait en France. On a un système hybride. On a certaines places réservées pour des critères discrets et un certain nombre de places qui dépendent du classement OMA. Donc les meilleurs classés vont au tournoi européen.
Du coup, ce classement donne de fait un droit aux meilleurs joueurs, ou en tout cas aux joueurs qui arrivent en tête du classement. Et c'est peut-être, Jérémy nous dit qu'il y a peut-être un autre moyen de récompenser l'investissement. Et de ce point de vue-là, je suis assez d'accord. Je comprends l'idée derrière le classement EMA, comme le disait Astrid, et je pense qu'il remplit bien l'objectif de faire les gens se rencontrer, en tout cas quand ils ont les moyens. Par contre, du coup, ça crée une certaine disparité, je cherchais un mot neutre, entre les joueurs, qui fait que certains joueurs ne vont pas pouvoir aller à des événements de haut niveau, pas à cause de leur niveau, mais à cause de leurs moyens. Donc effectivement, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord. Isa demande c'est quoi les critères discrets. Donc sur le classement FFMG, alors c'est marqué quelque part dans les règlements du pôle compétition, mais je crois qu'on réserve une place au champion de France actuel, éventuellement une place au gagnant je crois que c'est une place au gagnant du dernier gros tournoi, et le reste est selon le classement EMA, il me semble. Ah bah c'est ce que nous indique Mathieu. Donc les gagnants des 3 derniers sont aussi sélectionnés, donc ça nous en fait 4 déjà, ce qui veut dire qu'au final l'impact du tournoi peut être relativement du classement EMA peut être relativement réduit. Les pays, donc Grant nous dit les pays sont indépendants, menant à des distorsions pour certains pays de Danemark, donc c'est Allemagne, Danemark, on a expliqué ça au-dessus, les Pays-Bas sélectionnent en fonction des tournois. Et d'ailleurs pas que EMA. Intéressant, je ne savais pas. Une remarque de Jérémy, donc la JPML, le niveau de ligue, c'est l'échelon dans la ligue principale, et le Dan, c'est d'autres avantages, la ligue 10e Dan, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Il faudrait demander ça à Gemma, peut-être, qui connaît ça beaucoup mieux et qui est sûrement la meilleure interlocutrice en langue anglaise. Parce que je pense que ça va être compliqué de trouver ce genre d'informations. Il y a peut-être quelqu'un, je vois qu'il y a des messages qui sont en cours de rédaction. Si jamais, n'hésitez pas à venir en vocal, hein, ça peut être payer plus de frais. Oui, apparemment, on paye plus une fois qu'on est... la cotisation à la Ligue augmente apparemment. Je ne sais pas exactement après comment ça fonctionne. Encore une question. Vas-y, Angelo. Notre pratique a une particularité par rapport à une performance physique ou par rapport à un jeu à information complète, qui fait qu'on ne peut pas classer les joueurs en fonction d'un niveau spécifique. Et je me demandais du coup, on est plus proche d'un poker. Est-ce qu'il y a un classement au poker? Des joueurs de poker dans la salle? Je ne connais pas assez le poker pour être. Il n'y a pas un classement en fonction du gain, simplement? Alors je pense que de toute façon, oui, on dit souvent quand on présente un joueur de poker, on dit il a gagné tant de millions de dollars dans sa carrière, donc ça c'est déjà un classement. Mais est-ce que c'est un classement formel? Ça, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Bah, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que c'est des shots au poker. Donc là, j'ai jamais entendu un système sur le long terme. Or, c'est ce qu'on j'ai tendance à vouloir favoriser au mahjong. C'est pas la performance ponctuelle, mais c'est la constance qu'on a envie de favoriser. Je Et crois cette Pardon, vas-y, continue. Non, mais du coup, j'avais presque fini. Non, Et non, je crois pas qu'ils avaient cette vision au poker. C'est la performance ponctuelle qui est favorisée, donc du coup, le classement se fait par les gains, ce que tu disais. Et j'ai jamais entendu un système classer les joueurs sur le long terme pour leur performance, quoi, et pas pour leur niveau. Et du coup, ce serait trouver un chemin mitoyen entre les deux. Et du coup, lui, il a 20 ans de poker qui nous précède. Je me demandais si ça s'est pas fait quelque part, quoi. Au poker, on D'après le utilise chat, j'ai l'impression ça, qu'on n'a pas de réponse bien arrêtée. Mais ça, je pense que visiblement, la somme des gains, ça doit être quelque chose qui revient souvent. Ouais. Mais est-ce que le poker, ça, comme disait Angel, est-ce que ça trace vraiment sur plusieurs tournois ou pas? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste. J'ai pas conscience par non tournoi, plus. quoi. Mais du coup, moi, ton approche, Angelo, le fait de prendre l'intégralité des résultats m'intéresse moi aussi. Après,
même en disant l'intégralité des résultats, il y a plein de façons de faire qui n'ont pas forcément le même aspect. Mais moi, je suis assez intéressé par tout ce qui est dérivé du classement Elo, qui est aux échecs, etc., et qui s'attache à la notion de surprise du résultat. Donc ça, on le retrouve un petit peu au niveau de la table dans Tenro, mais on pourrait aussi, par exemple, décomposer une partie en une série de duels. Donc, regardez, on a 4 joueurs, joueurs A, B, C, D, et faire évaluer A contre B, A contre C, A contre D. On pourrait prendre en compte l'amplitude de la victoire, donc avec combien de points d'avance. Donc il y a plein de façons de faire, mais la question, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on pense qui est intéressant à mesurer au Mahjong. Je sais pas, toi, par exemple, Angelo, est-ce que tu serais plus intéressé par regarder les classements dans les parties? Est-ce que tu voudrais prendre en compte plutôt les valeurs? Est-ce que tu voudrais prendre en compte une partie indépendamment ou la somme de tous les tournois? Il y a plein de façons de faire. Et moi, c'est la constance. Et ça va de pair avec le drapeau que je vous ai c'est-à-dire que c'est une discipline. C'est une discipline et c'est une régularité et c'est ça que je veux mettre en avant. Le but, c'est de se transformer soi-même à travers, une régularité et donc quand on pratique, il y a jamais il y a bonnes décisions ponctuelles. Je crois que c'était toi qui l'avais formalisé. Lorsque 2 joueurs de poker, essaient de savoir si c'était une bonne action, on ne regarde pas le résultat. On regarde, la considération, la délibération en amont et c'est cette délibération qui forme la qualité du joueur sur le long terme et c'est ça que je veux valoriser, en fait. Moi, je personnellement, après, je dis pas que c'est voilà, mais c'est vers ça que j'aimerais que le classement, heu, mette en valeur. Donc de notre côté, dans l'asso, c'est la performance sur le long terme et donc c'est la prise en compte globale de la quasi-totalité de toutes les parties, quel que soit le contexte. Le principe, c'est de formaliser favoriser un type de caractère spécifique au sein d'une partie et ça va de pair avec, et c'est cohérent avec le drapeau. Et là, du coup, tu dis dans l'assaut, donc ça veut dire que j'en déduis qu'il y a un système. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la somme des gains? Est-ce que c'est quelque chose qui monte et qui descend à chaque partie? Comment ça? Est-ce que tu pourrais nous décrire du coup le système que vous avez? Ça a été fait, on était 4 geeks, à l'origine de l'asso et c'est la enfin, c'est pas rationnellement, c'est pas il y a rien de gravé dans le marbre, mais c'est juste une réflexion ponctuelle qu'on a conservée ensuite sur le long terme parce que ça correspondait à beaucoup de personnes. On additionne tout. Donc on fait des courtes séances donc c'est des sessions d'1 an et on additionne la totalité des gains sur la totalité de l'année et on fait différents classements et on met différents à l'époque, là, on l'a lâché avec le temps parce que c'est trop loin, hein. Mais, on avait fait un tableau, avec, plein de petits prix pour plein de petites performances spécifiques et on recette tout chaque année. Ce qui permet aux nouveaux quand ils arrivent de pas de pas se faire détruire, parce que quand tu arrives, bah, tu perds, en fait. Sur le long terme, c'est toujours les 4-5 premiers, c'est toujours les mêmes et du coup, bah, pour détrôner ces personnes-là, faut être stable longtemps. Donc en gros, voilà, c'est ça qu'on a choisi. On additionne la totalité des gains, donc on garde le système, EMA, hein, le système, de gains, +10, -5, -15 et on additionne tout par saison et par année. Et du coup, ça permet aux nouveaux qui s'intègrent de voir leur progression au sein normalement d'une dizaine de personnes qui sont relativement stables. Donc c'est ça qu'on a choisi, et on fait un prix à l'année et maintenant on s'arrête au prix à l'année et c'est une médaille en chocolat ou, un resto offert par l'asso, et cetera. Enfin, ça dépend des années. Ça, je trouve que c'est une mesure, hein, les prix, la médaille en chocolat, voilà, que ce soit un prix symbolique ou pas, ça c'est une mesure aussi d'attribuer quelque chose. Ça, c'est quelque chose que moi personnellement qui me plaît beaucoup aussi, hein, en particulier pour reconnaître des choses qui sont pas forcément mesurables sur le long terme. J'aime beaucoup cette idée-là aussi. Je sais pas si en dehors de, enfin voilà, s'il y a d'autres clubs ou personnes ici qui ont ce genre de Alors, dispositif dans leur. Ouais. pas à l'échelle du club, mais à l'échelle de l'EMA, ce qu'ils ont fait, sur les derniers tournois qui ont lieu, c'est que, les grands tournois du moins, c'est que quand un pays envoyait un arbitre, le pays avait une place supplémentaire pour le tournoi. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça.
qui était aussi une façon de motiver un peu les troupes à envoyer des arbitres pour le tournoi. Ouais. Ce qui était intéressant comme moyen de motivation, effectivement, de donner une carotte. Alors ça Ouais, peut là, demander c'est cher, clairement une récompense concrète, quoi, en fait. ouais, Ok. absolument. Du coup, je reviens un petit peu sur le chat. Donc, on a eu pas mal de réactions sur le poker. Donc, visiblement, il y a plusieurs choses, en particulier des systèmes de qualification. Donc là, on est pareil sur la, de gagner quelque chose dans le cadre du jeu, des nombres de bracelets. Donc, les bracelets, oui, c'est les médailles, si je comprends bien, c'est l'équivalent des médailles, plus ou moins. Donc, de compter combien on en a. Et tout simplement de donner des points en fonction du classement. Donc ça, c'est assez similaire à ce qu'on disait. Sinon, je vois une remarque sur le fait qu'on pourrait décomposer en plusieurs matchs Elo et qu'on pourrait évaluer un écart typique, de voir quel écart de points correspond à quelle chance de victoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mesurer effectivement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un classement qui dérive de données de parties précédentes. Donc pour info, le Hello, c'est le cas. Au début, ils étaient partis sur une règle de probabilité qu'ils pensaient instinctivement être juste, pour mesurer la surprise d'une victoire ou d'une défaite. Et en fait, ils l'ont adapté au fur et à mesure. Ils ont pu trouver une loi de probabilité de victoire ou de défaite en fonction du classement, et c'est ça qui mesure la surprise. Donc gagner un sandwich à un tournoi, j'ai compris, merci, mais il y avait un vrai prix à ce tournoi, c'était pas qu'un sandwich. Il se trouve que quelqu'un avait un sandwich à la main, et ça n'était pas un kebab. Sur la partie, c'est intéressant, la partie de la valeur des prix. En gros, de dire que c'est pas plus de 100 dollars canadiens ou 65 € environ, ça veut dire que ça reste quelque chose de symbolique. Il n'y a pas de millions comme il peut y avoir dans les tournois de poker ou autres. De toute façon, on n'aurait pas les moyens, mais ça pourrait être plus que 100 dollars en tout cas. Donc ça, c'est une loi canadienne en fait qui limite la valeur. Je suis là. C'est une loi québécoise, c'est la Régie des alcools, et conseils des jeux du Québec, qui essentiellement, si on veut faire plus que ça, il faut appliquer, remplir un formulaire, payer un certain montant d'argent et payer une mise de fonds sur un pourcentage des prix selon le nombre de Québécois, de Canadiens ou d'étrangers qui sont présents. Essentiellement, c'est un paquet de troubles. Si le montant des prix ne touche pas à peu près 1000 dollars, essentiellement, tu payes plus pour le formulaire que pour les prix. Et le montant de 100 dollars, c'est pour tous les prix. Donc, si tu veux ta médaille d'or, d'argent, de bronze, d'herbe pour la quatrième personne, je ne sais pas, ça joue contre ce 100 dollars-là. Ok. Moi, j'imagine que c'est pour lutter contre les paris illégaux et ce genre de choses. Effectivement. Que ce soit pour la boxe, les chevaux, des choses comme ça. Ok. Ouais. Je crois pas qu'on ait de limite fixe en Europe, mais effectivement, en Europe ou en France en tout cas, mais je pense que ça commencerait à poser problème si on déguisait en prix quelque chose, si on me donnait quelque chose de grosse valeur, en fait, ce serait de l'argent déguisé, entre guillemets. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionnerait. Mais oui, c'est une mesure aussi. Qu'est-ce qu'on donne comme ça? Est-ce que ça vous tenterait proposer ça donc au comité il y a quelques mois, de mettre en place une ligue FFMJ avec donc issu de nos discussions variées, on peut faire un classement spécifique et le vainqueur serait défrayé pour un tournoi EMA. Donc ce serait en fonction du classement, en fonction de ce qu'on fait, mais bref, le faire. Faire notre ligue avec un classement spécifique qui mette en valeur les 2 ou 3 premiers et les meilleurs joueurs qui favorisent la constance sont subventionnés pour représenter la France à l'Europe.
Et du coup, question, qu'est-ce qu'on mesure pour choisir qui bénéficie de ça? Ce serait quoi les critères qu'on voudrait mettre en C'est pour avant? ça que je te posais la question, en fait. Moi, je choisis la constance. D'accord, Voilà. mais la constance, c'est comment on appelle, un concept. C'est pas un concept numérique, c'est pas un concept qu'on peut mesurer directement. Donc, quel est notre outil pour mesurer la constance? Ben, pour l'instant, je récupérais ce qui nous préexistait, donc c'est la performance ponctuelle d'une partie tenue sur le long terme. Donc, ce qu'on avait mis en place, et ce qui est mis en place par la Ligue professionnelle de Japon, est un guide, de qualité. Donc c'était le vainqueur d'une partie, on accumule les points des parties. Ou s'il y a mieux, je sais pas, mais voilà, c'était. Par exemple, il y a le système, MCR de comptage des points qui fait que tu gagnes une partie, par plus 300 ou par plus 2, et c'est la même chose au final. Heu, Ce qui permet aussi d'éponger, c'est un système qui est intéressant pour ça, je trouve, d'éponger les coups de chance et les coups de malchance. C'est-à-dire que tu finisses à -300 ou à -3, tu auras 0, que tu finisses à, heu, +300 ou +3, tu auras 4 points, quoi. Donc ça aussi, c'est un système qui permet en fait de plutôt de mesurer ta performance par rapport aux autres, plus qu'en nombre brut de points, et qui du coup va chercher à, plutôt que d'aller faire des points, c'est juste aller faire un peu mieux que les autres, pour que, en fait, ça impose une gymnastique d'esprit un peu différente dans la façon de jouer. Donc au final, le système, de ranking influe sur la façon dont toi tu vas jouer, dans ta partie, et du coup évalue aussi différents critères. Heu et pourtant c'est de la constance aussi, mais différents critères, que juste le le nombre de points total que tu vas faire sur ta journée de mahjong, quoi. J'interviens juste pour donner des éléments différents, hein, c'est pas une critique en disant: Oui, oui, il y a aucun «Oui, problème. C'est exactement, ce que moi, j'ai pas de solution. Voilà, là-dessus, je suis pas spécialiste en plus, donc je suis pas un vrai joueur de compétition. C'était plutôt toi, Simon, qui aurait. Disons que moi, si on me demande mon avis, entre guillemets, je serais assez tenté par quelque chose de similaire à ce qui se fait sur les sites en ligne, enfin en ligne ou pas d'ailleurs, il y a certains trucs, mais de mahjong japonais essentiellement. Après MCR, j'ai pas euh, d'objection à quoi que ce soit qui vienne de MCR, c'est juste que je manque d'éléments. Mais c'est du coup ce système de rate de Tenho. Moi, je trouve que c'est une mesure qui est assez intéressante parce qu'elle prend en compte la totalité de la carrière, mais il y a le fait qu'on regarde la différence de force entre les joueurs nous permet de faire un équilibrage. C'est ce qu'on utilisait par exemple à Marseille. Euh, et les joueurs qui étaient en tête, il y avait le classement était suffisamment avancé pour que les joueurs en tête, quand ils gagnaient une partie, leur progression soit largement diminuée quand ils jouaient contre les joueurs en queue, ou en tout cas en bas de classement. Donc moi, personnellement, ce système-là, dans les systèmes déjà existants, si tu me demandes à moi, il a plutôt ma faveur. Euh, mais il y a peut-être plein d'autres trucs tu vois, qui peuvent bien marcher. Euh, Moi, j'aime bien ce système-là, en tout cas. Mais je cherche pas à vous le vendre. Eh ben, c'est quelque chose qui serait à débattre, en AG et qui serait à valider, par vote, et ce serait l'occasion en plus de mettre en place un vote électronique et d'en débattre avec la communauté, parce que ce serait notre ligue. Donc ce projet-là peut générer énormément de choses, surtout si à la sortie, on envoie 2 ou 3 de nos joueurs qui représentent la compétence française. Donc ça peut générer j'espère, un lien entre les 4 communautés. Le donc si tu veux prendre ça en main, heu et nous proposer, un système qui te plaît et que tu pourrais proposer, dans les années à venir, quand tu as le temps, enfin bref, si tu as envie déjà de faire ça.
En Alors, ligue, je il vais y être avait je vais pas pas avoir déjà le quelqu'un, pardon. Je vas-y, croyais vas-y. qu'il y avait Eric qui avait commencé un projet, pas exactement de ligue, mais de classement et qui peut totalement servir de base à faire une ligue. C'était en cours, en débat au comité et c'est pour ça le principe, c'est que plus on est nombreux, plus ça va se faire. Donc il y a pour l'instant, c'est le gong et le gong est là depuis longtemps. Eric nous lance un événement, autour du gong qui devrait arriver, normalement vous avez eu la newsletter, il y a une semaine ou 2, je sais plus. Donc c'est un événement numérique et c'est un tournoi sur Mahjong Soft. Petit à petit, ça va arriver sur Mahjong Soul. J'espère après avec le logiciel de Bonarc, pardon, Monsieur Mahjong, de Loïc, on va je vais y arriver. C'est On bon. aura notre propre ligue, c'est-à-dire, MCR et RCR et du coup, si on met le gong avec le logiciel, FFMJ et le système de Simon, là, on a une ligue. On a une ligue FFMJ. Donc c'est plus on sera nombreux à faire ça, plus on aura une qualité élevée, plus on pourra proposer un système qui sera repris par d'autres. Alors du coup, pour répondre à ta question, moi je vais pas avoir le temps entre ce que je fais en dehors et le Mahjong ici en Irlande que j'essaie de développer, de vraiment m'occuper d'un projet comme ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est de documenter ce qu'on avait fait à l'époque à Marseille. Euh, donc autant le système de calcul que ce que j'avais utilisé pour essayer de le calibrer un petit peu. Euh, Éventuellement même les scripts qu'on utilise, enfin qui sont toujours sur le site d'ailleurs, ils sont juste à ma connaissance plus utilisés, qui faisaient le calcul lui-même. Donc je peux fournir tout ça, mais par contre j'aurais pas le temps de m'impliquer sur la réflexion, etc. Donc si entre guillemets ça plaît directement, il est utilisable tel quel et c'est avec plaisir. Mais je pense que ça serait bénéfique que ce soit discuté et d'être sûr que ce soit ça qui correspond à ce que veulent les joueurs de la FFMJ en fait. Mais je peux tout à fait ce qui existe déjà, je peux le documenter, le mettre en ligne de façon à ce que ce soit. C'est C'était rien ça. d'extraordinaire. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de responsable arbitrage, mais c'est particulièrement un projet qui correspondrait au pôle arbitrage, qui j'espère sera rempli à la prochaine AG, qui devrait arriver fin août. Et donc, si ce serait un projet en partenariat avec le responsable arbitrage qui, j'espère, viendrait et à mettre en place. Donc, et la base, c'est de lancer une discussion autour de ça grâce au responsable arbitrage et du coup, de lancer le projet. Mais si ça part d'ATT, que c'est discuté au travers des responsables arbitrage, que c'est voté dans 1 an ou 2 en AG, bah, il faut que ça parte, faut que ça vienne de quelque part, en fait. Et si ça vient de toi, Ouais. c'est Ouais. super. Moi, comme je te dis, je peux documenter ce que j'ai, le poster là dans les jours à venir sur là où on est, soit en suite de la discussion, soit à un autre endroit. Et voilà, comme ça, après, ça peut resservir. Ça peut resservir. Après, ce que ça donne, ça dépendra des discussions qui suivent. Ouais. Mais je vais faire ça. Je vais vous poster ça quand je l'aurai juste le temps de mettre au propre, etc. Bah, super. Et ben voilà, tant mieux. Du coup, pour clarifier, hein, c'est un système, oui, chaque partie, on ne regarde pas les points, mais la position. Le premier gagne des points, le dernier en perd. Et plus il y avait de mérite, entre guillemets, plus les gains sont importants et les pertes réduites, quoi. Est-ce que ça m'a l'air silencieux? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus, sur ce sujet en particulier, le fait de faire une ligue FFMJ, et si oui, quelle est la bonne façon de le faire ou autre? Est-ce que vous parlez d'une ligue fermée, structurée, ou d'une ligue ouverte que tout le monde peut jouer quand ils veulent? Je C'est une pense que question à poser.
Je Alors, pense que c'est à l'heure actuelle, ce qui était en cours de réflexion avec le gong, c'était que c'était les 2 à la fois. Donc le gong permettait d'avoir une structure, proposer, un support informatique et lorsque les 4 joueurs sur la table se mettent d'accord pour participer au tournoi de la ligue, bah, ils enregistrent leur partie dans le gong pour, heu pour le tournoi de la ligue, et on fait le tournoi de la ligue sur 1 an ou bref, tout ça, c'est des critères à déterminer, justement, en partenariat, avec Simon, le responsable de l'arbitrage, les différents critères qu'on veut mettre en avant, et cetera. Mais la base on l'a déjà. Donc, le gong est présent, il est fonctionnel, il a été utilisé pour les championnats du monde, je crois. Donc, c'est juste les 4 joueurs se mettent d'accord, un coin, au niveau informatique, la partie vaut pour le tournoi annuel, 2 ans, 3 ans, on s'en fout, on fera selon vos envies. Heu, les critères, selon les critères que vous sélectionnerez comme pertinents pour ce tournoi. Mais le principe, c'est, juste les 4 joueurs de la table se mettent d'accord et cette partie-là, elle a de la valeur. Et pour répondre à la question de Simon de tout à l'heure, c'était surtout ça. C'est-à-dire qu'un joueur pour reprendre l'exemple du poker, heu, les joueurs changent radicalement de comportement lorsque la partie a de la valeur. Et la valeur est différente en fonction des clans. Donc et quand je dis clan, là, c'est plus les 4 clans, c'est juste, je reprends le même mot, mais c'est simplement, il y a personne, tu mets 1 € dans la game, ça y est, c'est ça veut dire quelque chose. D'autres, non, il faut mettre 200-300 et là, on tombe, bah, c'est justement dans mais le principe, c'est de mettre de l'importance à l'activité, heu, qu'on est en train de faire ensemble et bah, du coup, cette importance, ce serait ouais, il faut juste les 4 joueurs de la table se mettent d'accord, ça participe à la ligue et on enregistre et c'est déjà accessible, avec votre portable. Et du coup, quand tu dis que c'est les 2 à la question, est-ce que c'est que pour la France ou autre? Ça veut dire que tout le monde peut rentrer et avoir son classement, mais que dans certains cas, on retire alors je sais pas si c'est les Français, dans le sens, membres de la FFMJ, adhérents ou résidents ou quoi, mais on retire ceux qui sont pas éligibles à certaines choses du classement ou Tout c'est ça quoi le justement, c'est moi je vais pas c'est vraiment la communauté qui va choisir la forme OK. biologique de son tournoi. Donc si vous voulez ouvrir le tournoi de la fédération à la totalité des gens qui veulent y participer, et ben, on fait ça, et c'est super mais si vous voulez quelque chose de plus fédératif, c'est-à-dire, c'est seulement les membres de la fédération qui participent au tournoi parce que c'est l'argent des clubs qui vont subventionner, les vainqueurs, là, ça se défend aussi, hein. Moi je voilà donc Oui, après, tu peux utiliser le même système pour, déterminer 2 vainqueurs. C'est ce qu'on fait dans les Open qui servent de championnat de France. Tout le monde a un classement, mais c'est le meilleur joueur FFMJ, qu'il soit premier du tournoi ou pas, qui devient champion de France. Donc là, tu pourrais dire, par exemple, que tous les joueurs du monde sont éligibles à recevoir un classement, mais que seulement on prendra le meilleur français, pour subventionner, par exemple. Donc ça peut être les 2. Il y a pas oui, forcément de ça peut être hybride, oui, tu vois? tout à fait et c'est ça, je peux pas là, il y a des quand je dis vrais joueurs de compétition, c'est-à-dire des gens qui ont mis beaucoup d'argent, d'investissement, qui se sont entraînés sur le long terme parce qu'ils mettaient de la valeur dans la pratique compétitive, qui vont avoir, beaucoup plus de subtilité comme toi, comme Astrid, dans des choses que moi je peux pas anticiper là sur le moment. Il y aura beaucoup de cas particuliers, mais le principe c'est le principe de base, on est d'accord, quoi. Si c'était donc voilà, là-dessus, j'ai pas beaucoup plus à dire. Moi, du coup, je voulais, rebondir un petit peu là-dessus. Déjà, il y a quelque chose qui peut être fait pour, un classement «ligue» entre guillemets. C'est, bah, comme la LIFT avait fait, c'était la Ligue, francophone, Tenho, je crois, qui avait été mise en place sur, le serveur du Mahjong français il y a quelques années. Ils avaient en fait une ligue qui était ouverte à tout le monde, mais par contre pour, je crois que pour être, considéré enfin pour que les résultats, soient pris en compte, il fallait avoir fait un nombre de parties minimum. Je sais plus exactement à combien elle était fixée, mais c'est vrai que ça évite d'avoir quelqu'un qui fait, une partie à, bah, si Orichi par exemple, a plus, 70 000 et qui se dit: «Bah, du coup je vais rester là-dessus». Donc voilà, ça force quand même à jouer au moins un petit peu et c'est vrai que je rejoins Simon sur, le côté, que le vainqueur,
et un prix, s'il fait partie de la FFMJ comme pour les championnats de France. Enfin, j'ai parlé de Sergio dans le chat parce que c'est vrai que c'est un cas particulier qui est, assez ironique puisque Sergio, il est, de double nationalité et il a participé au championnat de France, pas en tant que Français et donc du coup, il n'est pas champion de France, malgré le fait qu'il est arrivé 1er et qu'il a la nationalité française, mais il s'était pas inscrit en tant que Français au tournoi et donc voilà, le fait d'avoir une ligue ouverte, à tout le monde, mais par contre, dont les prix sont, réservés qu'à ceux de la FFMJ, ça me semble pas, enfin, ça me semble quelque chose de faisable. Alors, le Gong était déjà ouvert, hein, et ça permettait principalement le jeu bien-être et d'avoir des stats et justement de calibrer la performance, et de permettre aux joueurs de différents assos de se rencontrer, numériquement. Donc ça c'était là où je répondais à la question des 2. C'était, on peut faire ça et puis quand on décide, ben, que là, cette partie-là, on la prend au sérieux pour le tournoi, bah, il suffit de le dire. Donc voilà. Le Pour l'instant, j'ai pas beaucoup mieux que ça à dire au niveau de l'argent, parce que dès qu'on va parler d'argent, ça va être les présidents qui vont, donc si on met un prix à la sortie c'est-à-dire vraiment une subvention des joueurs. Moi, j'aime cette solution parce que justement, comme le disait Astrid tout à l'heure, le Mahjong est un jeu qui demande un certain niveau de ressources pour pouvoir participer. Ce qui fait que moi, personnellement, je ne peux pas participer à la compétition. Heu et du coup, bah, oui, moi j'aime ça. J'aime le principe de, bah, si je suis performant sur le long terme et que, bah, j'ai une opportunité d'aller tutoyer les professionnels, japonais. Bah, c'est vrai que Oui. c'est une bonne idée de prix, le fait d'offrir, pas forcément en entier parce que ça dépend de d'où la personne habite. Parce que si, enfin, c'est tout bête, mais si on ouvre à tous les adhérents FFMJ et que, le championnat du monde, par exemple, ou le championnat de France, il est, à La Réunion et que, c'est quelqu'un de France métropolitaine qui gagne, ce sera pas le même prix que si c'est à Paris et c'est quelqu'un de France métropolitaine qui gagne. Mais après ça, c'est des discussions qui peuvent être précisées. Ça peut être, le fait de financer enfin, avec, maximum, tant d'argent, le déplacement, enfin voilà. Après c'est des choses qui, de toute façon, seront pas décidées ici, mais, c'est des pistes. Je pense que, alors, comme tu dis, ce ne sera pas décidé ici. Je pense que c'est important d'être très très clair dans ce qu'on met comme limite. Si la limite, c'est une limite monétaire, parce que, bah oui, la FFMJ n'a pas des moyens limités, ok. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on base ce calcul sur les départements d'outre-mer ou autres, ou ce genre de choses. Parce que, enfin, moi en tout cas, à mon sens, ça serait très très problématique si on disait bah, les joueurs de la Réunion, de la Martinique, ou je sais pas quoi, sont pas traités pareil. Et bon, après, comme tu dis, c'est pas une discussion. Enfin, on s'éloigne un peu du sujet du classement en lui-même, et c'est une discussion qui sera à avoir sur le long terme, de toute façon. Euh, mais c'est un piège épineux, on va dire. Attention, il ne faudrait juste pas tomber quand on aura cette discussion euh, dans ce piège. J'arrive pas à terminer cette phrase. J'en profite, est-ce que vous avez des nouvelles de La Réunion? Si quelqu'un a des nouvelles de La Réunion? Parce que nous, on a failli mourir, mais alors je serais pas surpris qu'il soit mort, en fait. On peut Tu veux dire pas en discuter qu'il dans la. soit à l'arrêt. Oui. Excusez-moi. C'est pas vraiment le sujet de l'ATT, on peut en parler peut-être après dans les autres canaux de discussion, mais vu que la conversation est enregistrée pour la suite, pour YouTube et tout ça, on va rester sur la mesure de la performance, si vous voulez bien. Tout à fait, tout à fait. J'ai mis un froid du coup, Non, 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 désolée. c'est pas ça, c'est juste que Hem, non, mais tu as complètement raison. la mesure de la performance, oui. Ouais, tout à fait. Bah, non, mais là, on a parlé de pas mal de choses déjà. D'une part, peut-être applier ça à la France, quels sont les enjeux, etc. Après, il y a peut-être d'autres choses qui se passent, ailleurs, on va dire. Donc là, je vois par exemple,
Grant au Canada, une ligue canadienne WRC, structure fermée mais horaire flexible. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Les joueurs doivent s'inscrire en avance et ensuite doivent jouer leur match. Donc ils s'arrangent comme ils veulent, mais il y a une contrainte qui est préexistante. Et ça, j'imagine, enfin, tu vas peut-être pouvoir nous commenter, mais c'est peut-être pour éviter des distorsions trop importantes entre des joueurs qui ont beaucoup de parties et d'autres très peu, ou peut-être certains qui n'enregistrent entre guillemets que leurs bonnes parties. Dans ce cas-ci, un instant. Dans ce cas-ci, quand je parle d'une ligue fermée, avec la structure qu'on a, essentiellement, c'est pratiquement une copie carbone, mais dématérialisée de ce qui se fait dans la GPML, par exemple. C'est-à-dire, une saison va avoir 20 matchs, donc 5 sessions de 4 matchs chaque. Donc, une fois que la session 4 va être terminée, il va y avoir une session 5, puis le total, pour cette saison-là, tout le monde aura joué 20 matchs. Pas une de plus, pas une de moins. Bon, si vous regardez en 31e position, il y a une personne qui a dû désister à cause de leur boulot. Mais l'appariement qu'on a fait était relativement assez flexible pour s'occuper de certains joueurs excédentaires au cas où on en perdait un ou deux. Et idéalement, si on est capable de recruter un autre 4-5 personnes, voire plus, on sera en mesure de commencer à stratifier la ligue. On aurait une Ligue 1 et une Ligue 2 finalement. Oui, c'est intéressant d'avoir des choses hybrides comme ça aussi avec plusieurs niveaux de ligue. Je trouve que le fait de ce format de ligue où tu as des matchs qui sont assignés, c'est d'un point de vue la constance dont parlait Angelo, c'est vraiment intéressant parce qu'on mesure sur quelque chose qui est prédéterminé, l'échantillon est fixe, mais le fait d'avoir plusieurs ligues complémentaires, peut-être avec des comment on appelle promotion et c'est quoi l'autre mot, enfin quand on descend Démotion? Oui, voilà, relegation, démotion, c'est anglais. ça permet de laisser n'importe qui entrer à un moment donné à un certain niveau de classement aussi. Ça peut être quelque chose à poursuivre. Ouais. Oui, effectivement, ce genre de classement, le genre de classement qu'on se parle avec des formules, ça peut se faire avec des matchs tant d'une ligue fermée que d'une ligue ouverte de jeu. C'est sûr que on peut pas juste prendre quelqu'un à l'extérieur et le mettre dans la ligue fermée, mais il y a toujours moyen de comptabiliser ces matchs-ci. Et pour tous les matchs, parce que là, c'est notre deuxième saison qu'on fait ça, donc on a déjà une saison complète de fait avec 20 personnes, si je me souviens bien. Puis, idéalement, c'est comme je dis, si on arrive à 34, je dirais, on pourrait mettre 17 dans chaque ligue, puis on va commencer vraiment à avoir une stratification. Et pour le moment, il n'y a pas de prix. On fait ça pour le fun, mais il y a des possibilités qu'à moyen long terme, on puisse officialiser ce genre de tournoi, ce genre de ligue comme mesure de performance. Et est-ce que je peux demander si ces résultats ils sont publics, on peut suivre les classements, etc. Ou, ouais. Pour le moment, ce n'est que dans des feuilles Excel, donc c'est sûr que ça va faire partie d'une des tâches pour compléter du contenu pour un site web qui a de l'allure. Mais dans les onglets en bas, il y a les sessions 1, 2, 3, 4 et 5. On garde les différentiels de score. On les ajuste au cas où qu'il y ait un 1000 points qui devait disparaître en WRC, mais qui est rajouté en Tenno. On fait ces modifications-là. Donc, si on regarde dans session 1, 2, 3 ou 4, ben, il y aurait les matchs, il y a les liens Tenno pour voir les historiques de jeu. Donc, on conserve tout ça. Ok. Ben, c'est intéressant, du coup, quelque chose aussi une nouvelle chose à suivre. La seule question que je vais devoir me poser, c'est
qu'est-ce qu'on a le droit de publier comme nom? Si prénom initial, c'est correct, ou s'il faut juste se tenir à des pseudos ou quoi, là. On verra bien. Alors du coup, autre question, est-ce que la mesure de la performance peut aider à faire progresser les joueurs? De savoir où on se situe peut aider à progresser dans certains jeux. Est-ce que c'est le cas ou pas au Mahjong? Je sais pas si quelqu'un a un commentaire là-dessus ou... C'est peut-être qu'une perception personnelle, mais de mon expérience personnelle donc, la mesure de la performance, elle m'a surtout servi à voir si j'étais dans une phase de progression ou de stagnation. Donc en soi, c'est pas, tant la performance sur un tournoi qu'effectivement une performance mesurée sur plusieurs tournois, pour me pousser à me dire que, bah, peut-être que, il manque quelque chose à mon jeu et je vais devoir trouver ce que c'est et le développer pour pouvoir continuer à progresser. Donc plus comme un indicateur de où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis en stagnation ou pas, que est-ce que je suis forte ou pas au jeu, quoi. Ça, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, de savoir... Moi, j'utilise le classement Tenho aussi pour savoir où je suis maintenant, en fait. Et pas selon le classement lui-même, mais selon s'il monte ou il descend. Donc, je me reconnais assez dans ce que tu dis. Je sais pas s'il y a d'autres tours par rapport à ça, des gens qui utilisent des classements, que ce soit en ligne, physique, et ça leur sert à travailler sur leur progression. Je vois que c'est écrit dans le chat, je vais attendre la réponse. Mais du coup, les tournois en ligne, c'est pas pareil. Ouais. Donc toi, du coup, ce serait plus le résultat sur un tournoi qui te permet d'avoir un retour sur où tu en es en termes de... Oui, en fait, c'est les tournois parce que c'est les tournois auxquels tu participes plus que d'autres. Ok. Tu joues pas assez en ligne pour qu'il y ait une... Non, c'est ça, je trouve. J'ai toujours trouvé que c'est un bon investissement de temps de jouer en ligne sur quelque chose comme Tenho ou Mahjong Soul. Puis derrière, je préfère plutôt checker sur des tournois en personne. Ça me donne une meilleure idée, je trouve, là, ou tu sais, juste des parties en personne. Donc, j'y vais plutôt comme ça que par une mesure comme un classement sur un client de Mahjong. Mais après, c'est moi, là. Ça... Non, mais c'est intéressant parce que je pense que tout le monde a des stratégies différentes en fait pour se mesurer et se coacher en fait. Et bon, c'est une question qui est revenue à chaque ATT. Hein, comment on fait pour progresser? Enfin, pas que ATT d'ailleurs, c'est une question qui est tout le temps présente. Comment on progresse au Mahjong? Donc c'est intéressant d'avoir différentes idées parce qu'il n'y a pas une bonne façon. Et il y avait des séminaires d'amélioration, ou je sais pas quel mot on pourrait utiliser, qui pourraient être utilisés pour une des meilleures façons de progresser c'était de se confronter au top niveau. Et donc dans le cadre du Ritchie, c'était d'aller confronter les joueurs japonais. Où là, tu tu voyais, en acte, enfin c'était je sais pas comment formaliser ça autrement, mais le but c'était d'aller voir les gens qui savent, grossièrement, qui savent jouer mieux. Parce on arrivait, ce que j'ai ressenti, et de manière plus répétée, à un moment, on arrive à un mur.
On on sait même Oh plus oui. comment progresser, quoi. Et je vois pas d'autre meilleure méthode que d'avoir la possibilité de jouer avec des professionnels. Moi, ça me fait penser ce que tu dis aussi, c'est un petit peu divergent, mais je dirais aussi que d'avoir un ça aide moi, ça m'aide à progresser aussi d'avoir des classements ou en tout cas des résultats tangibles, des outils de mesure, parce que ça me donne un intérêt à la partie différent. C'est-à-dire que s'il y a aucun classement, je vais pas me fixer. J'ai besoin d'avoir des objectifs fixés en fait. Et le fait de donner un cadre de mesure de la performance, ça permet de définir des objectifs. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide. Que si j'ai pas d'objectif dans une partie précis, je vais pas savoir forcément exactement comment jouer. Je veux savoir pourquoi je joue en fait. Donc, je vois Et des. Ouais, vas-y. je te rejoins là-dessus. Là, c'était juste, avoir quelque chose à gagner, donner de la valeur à la partie en cours et en fonction du critère que je choisis, ça peut varier. Donc c'est pour ça que c'était difficile à et donc tant qu'il y a pas d'argent dès qu'on met de l'argent, le critère sera délimité par les présidents et sera tranché une bonne fois par le vote. Le système de classement en tant que lui mettra en valeur une particularité qui sera un drapeau ou une idéologie partagée et qui reste à déterminer, en fait. C'est pour ça que c'était un peu vague, mais tant qu'on n'aura pas unifié notre façon de voir pourquoi on joue, on n'aura pas de classement, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur les nuances du classement pour rendre, possible la valeur qu'on a choisie. Je sais pas si je suis clair, mais, heu, Bah, je si je pense que ça me semble clair et je pense que c'est aussi c'est pas quelque chose qui a à sens unique en fait. C'est les différentes, les différentes échelles, bah, c'est ce que je disais avant, s'influencent mutuellement et le type de classement influence les objectifs, les objectifs en retour influencent le classement. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en boucle en fait. Et d'ailleurs, les objectifs influencent vraiment de manière, enfin très très précise le classement parce que ça dépend de la manière, de classer. On parlait des différents classements EMA, tout ça, des différentes échelles. Mais c'est vrai que ça comment dire? Bah, ça donne aussi des objectifs de jeu différents. Ça, on en avait pas mal parlé lors d'une, dernière conférence. Mais c'est vrai que, par exemple, un tournoi interclub comme Miss Mister Richie, il y a un classement au point qui est plus traditionnel sur l'échelle d'un tournoi et aussi un classement du nombre de mains gagnées et donc du coup, ça change le but et la manière de jouer et donc du coup, ça influence sur le classement, de cette manière-là. Oui, là, c'est sur les interactions, je pense que ce tournoi est vraiment euh, très représentatif. Parce que le fait de mesurer deux choses différentes, mais avec le même jeu de données, en fait, fait qu'on influence la mesure en elle-même influence déjà le résultat, en fait. Oui et d'ailleurs même sur des, choses un peu plus, «standards» entre guillemets, vu que les points sont pas forcément comptés pareil sur, les classements de Tenho, de Mahjong Soul aussi et d'autres choses je crois. Pour certains, des fois ça peut être mieux d'arriver, 1er, enfin ça comment dire? On va pas forcément viser la même place et le même nombre de points selon les classements. Donc du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là-dessus. Bien vu. et c'est pour ça qu'il faut pas oublier l'Europe, parce qu'en gros, l'idéologie globale nous sera imposée.
Donc ou c'est nous qui proposons une structure qui se forme une incitation spécifique avec un cadre qu'on a mis en place pour inciter à la naissance d'une idéologie particulière, ou il nous sera imposé. Et c'est exactement ça la volonté politique, à la sortie. Donc si on est capable d'être suffisamment solide et souple pour intégrer les différentes particularités des pays qui nous entourent, heu et leur rendre justice, on sortira du lot. Mais sinon, on va juste se faire bouffer, comme par le poker, par l'argent et le libéralisme. Mahjong et théorie quantique nous ont passionnés. Ben non, mais oui, le quantique, on peut en mettre partout, hein, c'est bien connu quand on veut faire vendre n'importe quoi. On dit mais oui, oui, c'est quantique, c'est les effets quantiques, nanana. Donc oui, tout à fait, je suis d'accord, le Mahjong c'est quantique. Achetez-en, c'est un super sport. Ouais, Mahjong et théorie quantique. On arrive quasiment à la fin. Il reste 5 minutes sur le programme, enfin sur l'horaire, on va dire. Et donc, je ne sais pas s'il y a des derniers sujets qu'on aimerait aborder. Moi, j'avais un petit commentaire quand on parlait de. Vraiment un petit commentaire. Quand on parlait de la progression et le classement. Et une des réflexions que je m'étais faite, c'est que aussi quand j'ai un classement, moi j'utilise le classement EMA ou le classement du club, me permet de savoir aussi quel jeu étudier, quel adversaire étudier en fait pour identifier mes propres faiblesses. C'était un petit peu hors sujet, alors je n'ai pas assisté, mais de me dire ah bah voilà aujourd'hui je joue contre Tina. Moi, j'arrive plus à avancer en ce moment, je suis toujours au milieu de classement, bah, du coup, je vais faire un peu plus attention à la façon dont elle joue quand je vais jouer contre elle. Pour pouvoir parce que je sais que, d'après le ranking, elle a un niveau, plus élevé que le mien. C'était un petit commentaire que je m'étais fait sur le coup. Ouais, on retombe sur le fait, là, pour le coup, c'est l'effet inverse. C'est pas comment l'échelle de la partie influence sur l'échelle, la plus grande échelle, c'est l'inverse. C'est comment on adapte son jeu, soit pour progresser, soit aussi parce que peut-être on pense qu'il y a que ce soit une différence qui soit purement perçue ou qui soit réelle, mais qu'il y a une différence entre tel ou tel joueur, ouais, effectivement. C'est vrai que je viens de repenser en écho à ça et au fait de progresser grâce à un classement. Quand on avait un classement bien suivi, à Brest Mahjong, on avait des petits, graphiques, très bien faits, par Yolong qui nous montraient en fait notre somme de points et donc mine de rien, ça permettait de voir, les moments où on gagnait plein de points, les moments où on en perdait plein et donc du coup ça permet aussi de se rendre compte, bah, tiens là je suis en train de beaucoup perdre. C'est peut-être la faute à la malchance, mais c'est peut-être aussi que j'ai changé quelque chose dans mon jeu qui fait que je perds souvent et donc voilà, ça permet de réfléchir aussi à ce sujet. Et du coup là le classement, bah, sert, pas uniquement à se comparer aux autres, mais aussi à se comparer à soi-même. Oui, tout à fait. À ce moment-là, ce qui est intéressant, alors là, le fait que tu parles de courbe, si j'ai bien entendu, tu peux voir dans le temps. On avait ça à Marseille aussi. Moi, j'aimais bien regarder ma propre courbe, d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est très intéressant de pouvoir revoir, faire des analyses, en fait, de données précédentes. Et de ce point de vue-là, le classement il peut y avoir d'autres indicateurs qui nous sont propres. Il y a des joueurs qui, pendant les tournois, font des petites notes de ce qui se passe, de leurs impressions à telle ou telle partie, ce genre de choses. Sur les plateformes en ligne, le gros intérêt des plateformes en ligne, de ce point de vue-là, c'est la quantité de données qu'elles fournissent. On peut savoir quelle proportion du temps on a fini premier, deuxième, troisième, quelle proportion du temps on a volé. Et tout ça, c'est aussi de la mesure, en fait. La possibilité de revoir les parties, tout à fait. Là, c'est plus quantitatif, mais qualitatif de regarder et d'analyser.
Et tout ça, c'est de la mesure aussi de performance et qui est classement dans le sens où on attribue des qualités, mais qui n'est pas un classement relatif aux autres joueurs, effectivement. Je sais qu'il y a des endroits où des gens postent des captures d'écran de leurs certaines statistiques et demandent des conseils par rapport à ça en disant peut-être dans quel domaine je devrais travailler, etc. Bon, je ne suis pas entièrement sûr que ce soit pertinent tel quel parce que souvent il faut un contexte plus intéressant, mais de voir la progression de ces différentes statistiques, ouais, ça c'est quelque chose qui moi me parle beaucoup. Après, je pense qu'aussi entre les plateformes réelles, physiques et en ligne, on n'a par nature pas accès à la même quantité de données. Mais en réel, on peut aussi, comme je disais, avoir des données peut-être plus qualitatives, de noter ses impressions, ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a si c'est quelque chose qui est utilisé ici, si vous avez vos propres systèmes de classement de vos parties, si vous mettez vos propres enjeux. J'attends le message sur le chat. Un classement, mais sans enjeu. Ok. Quand je dis enjeu, c'est pas forcément un enjeu physique, hein, ça peut être nous, son propre enjeu, de dire aujourd'hui je voudrais gagner. Alors, dit comme ça, c'est débile, hein, on veut toujours gagner, mais les enjeux peuvent être personnels et pas forcément se retransmettre dans le monde physique, on va dire. Non, mais après, c'est important. Enfin, ces enjeux, ça peut donner du piment, notamment, bah, moi, je pense aux séances de club où on jouait avec des joueurs qui commençaient un peu plus débutants, et où du coup, l'enjeu, c'est de dire, ok, aujourd'hui, je vais jouer 2 tables à la fois, et bah, je veux finir dans les 2 premiers sur chaque table. Ou ce genre de choses qui est vraiment une mesure de la performance, parce qu'on mesure à la fois la capacité à jouer efficacement, mais aussi la capacité à analyser plus d'informations ou ce genre de choses, hein. Suivre, être plus attentif dans le suivi, ou alors jouer avec les défauts cachés et réussir à suivre les défauts des joueurs. Mais ça, c'est intéressant de se mettre ses propres outils de mesure. Donc tu parles de jouer avec les défauts cachés, ça serait de plus voir, de garder les mêmes règles, mais de comment ça fonctionne. Oui, c'est exactement les mêmes règles de jeu, sauf que quand on défausse, on montre la tuile, et dès que la personne suivante a pioché, on la retourne de façon à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière. C'est un exercice qui est beaucoup qu'on utilisait, à l'époque pour, déjà pour se forcer à regarder forcer les nouveaux joueurs, à regarder ce que les gens défaussent et pas lever un peu les yeux de leur jeu, et aussi prendre l'habitude de se remémorer un peu ce que jouent les uns et les autres, pour apprendre à en fait, comment l'expliquer? Pour que quand tu joues, ça devient automatique et tu pas besoin à chaque fois de re-regarder toute la défausse, réanalyser toutes les informations. Pour aller en fait plus vite après et pouvoir, hem, défragmenter le cerveau et être un peu plus efficace, sur son jeu. Ok. Donc je vois les titres Grand Phénix, Tortue Suprême, j'aime bien. Moi, alors peut-être que ça n'a pas influencé sur la motivation, mais moi, un titre cool, j'avoue que ça me motiverait. J'aimerais bien avoir ça. Tigre brisé. Et bah, c'est ça que servaient les titres et l'enjeu, c'était une valeur sociale et ça a fonctionné et pendant des mois, mais il fallait quelqu'un pour tenir, les comptes et du coup, là, quand la personne est partie, bah, ça s'est effondré. Mais, mais c'est ça, en fait, que ça avait comme, l'enjeu était, la reconnaissance du groupe, la reconnaissance de la performance et ça suffisait. Ça suffisait à particulièrement pour les jeunes hommes, à motiver les troupes, quoi. Ok. Non, mais c'est une bonne. De donner vraiment des titres comme ça, je crois que je vais me le noter. Et
Ils sont pas issus de Comment nulle ça va? part les titres, ils sont, c'est des mots chinois. C'est des mots pardon, c'est les j'ai oublié, mais ils sont issus du MCR. OK. Bah, de la culture chinoise de plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il y a? Le dragon azur, t'as t'as le phénix rouge, t'as le tigre. C'est pour ça que je dis tigre bretté. Puis, c'est ça, ben, la tortue suprême. Je pense qu'il représente la couleur noire, je crois. C'était les saisons, je crois, donc les différents esprits des saisons. Chaque saison avait, donc le principe du classement à l'origine, c'était mais c'est des geeks, hein, donc c'est on faisait des tranches de 3 mois et chaque mois avait son animal, totem issu de la culture chinoise et en fonction du classement dans le trimestre, on avait un titre affilié. Donc en grand phénix, ça veut dire que tu étais, 3e, en été. Voilà, c'était ça les titres, et c'était parce que chaque animal avait et c'est peut-être Astrid qui pourra mais j'ai complètement oublié, c'est trop vieux et je suis passé au Ritchie complètement donc je peux plus me rappeler des mots chinois, heu, qu'on avait qu'on avait mis en place mais Je serais bien incapable, de te dire quels sont les ouais, quels faut sont pas les mots oublier chinois, bah, c'est ça, moi j'ai complètement oublié et en mais gros mais le mahjong est vraiment une représentation du monde, de la société et chaque main a une valeur symbolique, chaque tuile, et donc on avait joué avec ça à l'époque. après il y a aussi les noms romancés des Yaku, hein, Le reflet de la lune au fond du puits, je suis sûre que ça Exactement. motiverait quelqu'un. Et c'est profondément ancré dans leur culture, donc il y a énormément de mythes qui tournent autour, il y a des peintres qui jouent avec, le nom du Yaku, c'est des figures comme, Sangoku, en fait, c'est des vieux mythes ancestraux qui sont récupérés et remis au goût du jour et qui sont déjà présents dans le mahjong. Le mahjong est un oracle à l'origine, donc même si la pratique compétitive date de 2000, des années 2000, en fait, le symbolisme, il date de moins 2500, quoi. Euh, du coup, Mathieu nous disait dans le chat qu'on avait eu du retard sur les précédentes conférences, donc on pouvait rester un peu plus. Et moi, j'avais prévu 20 heures pour être honnête, donc je dois enchaîner avec d'autres choses derrière. Du coup, de mon point de vue, je vais vous laisser, mais ça n'empêche pas de continuer la discussion si vous en avez d'autres. Merci en tout cas pour l'occasion de discuter de tout ça. Moi, c'est toujours un plaisir de venir avec mes petites idées et d'avoir les vôtres, parce que ça m'en apporte beaucoup. Donc, merci pour la place. Et puis, si vous voulez continuer à discuter, bien sûr, la conférence n'est pas terminée parce que je m'en vais. Hein, j'apportais juste l'idée, mais c'est la conférence de tout le monde, donc n'hésitez pas. À bientôt, salut. Salut Simon et merci encore. Mais je pense que ça va voilà, je pense que ça va générer, l'élan, à moins que quelqu'un ait d'autres choses à dire ou on se prend 10 minutes et puis on débrief de ce que vous voulez faire avec ATT, de ce que vous voulez faire, de la suite, de, ce ce que vous voulez discuter. Et bah, voilà, mon petit mot de la fin, je l'avais déjà dit la fois dernière, si et puis je rajoute, un temps de jeu libre et ATT est ouvert, vers le Discord est ouvert, tous les jours, donc faut pas hésiter à continuer cet effort qu'on est en train de et tous ces grands projets et ces grands mots, à l'origine, c'est vous. Merci beaucoup pour la journée d'ATT, c'était super cool. Puis j'ai hâte de voir la prochaine aussi, puis d'en apprendre plus sur le MCR, bien sûr.